Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir. On va parler bien sûr d'alimentation. Si vous êtes présents ici, c'est parce que vous considérez, comme nous, que l'alimentation est un enjeu de société majeur et que vous voulez vous y impliquer. Alors, on vit une situation particulière, celle du réchauffement climatique, avec une perte massive de la biodiversité et des ressources. Donc, les acteurs de l'alimentation sont directement concernés, et encore plus ceux qui nourrissent les autres. J'entends tous les acteurs de la restauration, et en particulier ici de la restauration collective. À chaque fois que vous faites des choix dans votre restaurant, que vous prenez plutôt un modèle agricole plutôt qu'un autre, que vous faites des choix de saisonnalité, de local, de biologique, vous êtes en train de modeler notre système alimentaire et de faire des choix politiques extrêmement forts, depuis les politiques d'approvisionnement jusqu'aux formations de vos équipes et enfin à la sensibilisation des convives. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que Virage à table propose un modèle parmi d'autres, mais un modèle assez ambitieux, celui de passer à une restauration 100% durable. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Virage à table, c'est à la fois un engagement, c'est à la fois une mobilisation, un appel à la mobilisation de chacun et chacune d'entre nous, et puis c'est également une reconnaissance de l'ensemble des acteurs qui commencent à suivre cette voie. On va essayer d'avoir des perspectives un peu plus heureuses, puisque le Covid que l'on subit nous pousse plutôt à l'inertie, plutôt à l'isolement en ce moment. Virage à table se propose au contraire de s'inscrire dans une démarche plus longue, avec des perspectives plus heureuses. Autrement dit, penser à la santé d'un point de vue global, animal, écosystème et humain confondus, et plus globalement, une santé écologique plus pérenne. On va s'organiser autour de témoignages. On va vous présenter des vidéos interactives. Vous allez avoir des présentations pendant ce webinaire un peu original. Et cela va se découper en deux actes. Dans un premier temps, nous allons parler des outils de transformation de la restauration collective pour que vous compreniez le mécanisme virage à table. Et dans un second temps, nous parlerons de la reconnaissance des acteurs, comment pérenniser leur démarche. Nous avons la chance d'avoir le soutien politique de notre ministre de l'Agriculture. Nous avons aussi la chance d'avoir le soutien professionnel, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui d'un chef étoilé, une figure éminente de la restauration en gastronomie française, Régis Marcon, qui va s'exprimer à la fin de ce webinaire en conclusion. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Mais pour commencer, on va reprendre l'histoire depuis le début, celle de Virage à table, qui est initiée en 2018. En fait, le parcours commence en 2018 en région Auvergne-Rhône-Alpes, où le SIEC a été fondé. Le SIEC, c'est le club inter-établissement et collectivité, qui a vocation à fédérer tous les acteurs qui ont envie de se lancer dans cette responsabilité sociétale sur le secteur de l'alimentation, et également, bien sûr, à essaimer cette démarche. Elle est fondée et présidée par Bruno Renard, à qui j'ai le plaisir de laisser la parole. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire très particulier en raison de la technologie mise en place en cette période Covid. Donc juste des infos pratiques. 90% des gens qui sont inscrits sont arrivés à se connecter, je le vois sur un prompteur, et vous êtes arrivés à poser vos questions. Donc pour ceux qui n'auraient pas de son ou pas d'image, ainsi de suite, désolé, c'est votre configuration informatique du moment qui provoque le problème. Sinon, tout marche bien et vous êtes très nombreux. Ça nous fait chaud au cœur, et de tous les métiers et les acteurs représentés sur cette aventure qui est la transformation de la restauration collective. Alors, je suis opérateur d'État, vous savez, je travaille au CEA Grenoble, au-delà de la présidence, et donc je suis allé avec Madame la députée Livon voir le ministère de l'Agriculture pour savoir comment il enregistrait notre démarche. Donc, Monsieur Julien de Normandie devait être avec nous. La Covid l'empêche. En revanche, comme il trouvait le sujet important, il nous a fait une vidéo hier soir, tard, qu'on est arrivé à avoir ce matin. Et donc, cette vidéo fait 13 minutes, donc ça un peu trop long. Tout est important dans cette vidéo. Mais donc, on vous propose, avec l'accord de son cabinet, de vous passer les 2 premières minutes et les 2 dernières minutes, et vous retrouverez le contenu et vous retrouverez le compte qui donnera le replay de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, je reprendrai la main 2 secondes après, c'est d'écouter le ministre Julien de Normandie, comme prévu, sur ce webinaire. Madame la députée, chère Monique, Monsieur Bruno Renard, Mesdames, Messieurs,
C'est un grand plaisir pour moi de participer, même à distance comme la période nous l'impose, à votre webinaire. La députée Monique Limon m'a sensibilisé à votre démarche Virage à table, que j'ai d'ailleurs immédiatement soutenue. Je voudrais d'abord vous exprimer tout mon soutien et celui du gouvernement dans cette période si difficile, si compliquée. J'ai pleinement conscience de l'ampleur de ce nouveau confinement sur vos activités et je tenais à vous assurer que le gouvernement mettra en œuvre tout ce qui est nécessaire pour vous soutenir. Vous le méritez, vous en avez besoin, nous en avons le devoir. En effet, cette démarche que vous soutenez correspond totalement au sens de l'action, à la vision qui est la mienne et à l'ensemble de cette dynamique que je veux mener en matière d'alimentation et d'agriculture. C'est-à-dire de permettre à chacune, à chacun, d'avoir accès à une alimentation saine, sûre et durable. Mais en même temps, permettre à nos agriculteurs, à nos agricultrices, à nos éleveurs de vivre dignement de leur activité. Nous savons ce que nous leur devons en cette période si particulière de confinement. Pendant tout le premier confinement, ces femmes, ces hommes ont travaillé ardemment. Ils ont permis au pays de tenir. Et depuis le début de ce nouveau confinement, l'ensemble de ces femmes et de ces hommes sont à nouveau à pied d'œuvre. Leur permettre de vivre dignement de leur travail, c'est notamment le sens de la loi Egalim, que nous avons portée dès 2017 après les États généraux de l'alimentation, dont les conclusions avaient fait l'objet d'un consensus rare, que la crise sanitaire que nous vivons ne fait que renforcer. Nous devons continuer à faire vivre cet état d'esprit des États généraux de l'alimentation. Ces conclusions, quelles sont-elles ? D'abord que l'accès à une alimentation saine, sûre et durable est au final un droit fondamental, préalable, nécessaire à notre bonne santé. Car oui, comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine, ce qui veut dire que l'alimentation a un rôle majeur à jouer dans la qualité nutritionnelle, l'apport nutritionnel de tout ce que nous donnons au front à nos concitoyens. La qualité de notre alimentation, c'est bien sûr ce que nous consommons dans notre foyer, mais aussi sur le lieu de travail ou dans toute structure de restauration collective, qu'elle soit publique ou privée. C'est pourquoi la loi Egalim fixe un objectif de 50% de produits durables ou sous signe de qualité dans les cantines scolaires d'ici 2022, dont un pourcentage significatif issu de l'agriculture biologique. Je note d'ailleurs que la Convention citoyenne sur le climat souhaite étendre cette ambition à l'ensemble de la restauration publique, mais aussi privée. Cet objectif, nous ne l'avons pas encore atteint. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'initiatives comme la vôtre pour la mettre en œuvre et accélérer son déploiement. Sa traduction concrète se heurte en effet à plusieurs difficultés que Virage à table aide de façon pragmatique à surmonter. D'abord, il nous faut établir un diagnostic. Il nous faut savoir d'où on part pour mieux atteindre le point d'arrivée. Il nous faut savoir quels sont les points sur lesquels travailler pour s'améliorer et transformer la restauration ou transformer son restaurant. Mais aussi être épaulé pour mettre en place l'organisation nécessaire à une telle évolution, souvent importante. Car il n'est pas si simple d'aller vers des menus dont les aliments sont parfois issus d'agriculture de proximité, issus d'agriculture sous signe de qualité. Cela nécessite parfois de revoir les lieux où on s'approvisionnait jusqu'à présent. Il n'est pas si simple de transformer ces pratiques vers l'ensemble de ces transitions agroécologiques qui sont nécessaires ou encore l'ensemble de ces transitions comme le recyclage des emballages ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire qui pourtant sont incroyablement importantes. Cela demande d'être accompagné, de procéder avec appui et de suivre une méthode. Et cette méthode, je crois pouvoir dire que vous l'avez développée et qu'aujourd'hui, il nous faut la diffuser. Enfin, lorsqu'on a le résultat, lorsque le résultat est là, la labellisation apporte souvent une reconnaissance bienvenue. Mais votre démarche est particulièrement intéressante car elle fait vivre concrètement le deuxième objectif de la loi Egalim que j'évoquais, à savoir une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire pour
in fine, une amélioration du revenu, notamment du producteur. Et je crois pouvoir dire que la crise que nous traversons, en dépit de sa dureté, et encore une fois, je suis là à vos côtés pour vous soutenir dans l'incroyable difficulté que procure ce nouveau confinement. Mais la crise, elle nous oblige, elle nous montre aussi encore plus chaque jour que la souveraineté alimentaire est une condition essentielle pour proposer sur la durée une nourriture locale et de qualité. Car oui, la souveraineté alimentaire, c'est être libre d'orienter ses choix vers notamment plus de qualité. Pour cela, nous avons besoin des agriculteurs. Et pour cela, ils doivent pouvoir gagner correctement leur vie. C'est absolument vital. Il en va du maintien de notre agriculture, de notre capacité à remplacer dans les prochaines années près de 50% d'agriculteurs qui partiront à la retraite, mais aussi de notre capacité à financer les transitions. Car toutes les transitions, au premier rang desquelles la transition agroécologique, cela a un coût. Et donc, il faut pouvoir accompagner ces transitions et les financer. Ces transitions, ce qui est clair, c'est qu'elles nous obligent. Elles nous obligent, nous, l'État, à les financer, et c'est ce que nous faisons notamment au travers du plan de relance. Mais elles nous obligent également, en tant que consommateurs, à reconnaître la valeur ainsi créée par tous les acteurs le long de la chaîne alimentaire. Or, l'atout de votre démarche, c'est qu'elle place au centre la recherche d'une plus juste répartition de la valeur. Et je crois que c'est essentiel. Et qu'étant donneur d'ordre, vous avez l'immense avantage de pouvoir orienter ce que vous souhaitez proposer à vos clients, à nos concitoyens. Des contrats que vous signerez dépendent directement de la pérennité des exploitations auprès desquelles aujourd'hui vous vous approvisionnez et avec lesquelles vous collaborez. Et je sais que c'est par ces contrats, souvent de long terme, je le souhaite en tout cas, que vous avez pu offrir des perspectives de développement à beaucoup d'entre nous. Vous avez donc une très grande, une très belle responsabilité. Et je sais que cette responsabilité, vous la partagez et vous l'assumez. Et je voulais vous en remercier. Mieux encore, vous vous êtes organisé pour la décliner de manière opérationnelle sur les territoires. Vous avez trouvé des solutions face à tous ceux qui disent que combiner qualité, transition et juste prix, ce n'est pas possible. Vous avez démontré au contraire que c'était possible, que l'alimentation de vos restaurants repose sur des circuits courts qui limitent le nombre d'intermédiaires et qui en même temps est créateur de valeur. Vous avez mis en place des plateformes qui mettent en relation des producteurs et qui permettent d'optimiser la logistique et donc de diminuer le coût de cette dernière qui pourtant est un coût considérable dans le coût in fine alimentaire. Vous avez structuré des filières en offrant des contrats de long terme et je veux vous dire que là aussi je serai à vos côtés et que dans le plan de relance, des sommes seront dédiées à la structuration précisément des filières. Vous avez su aussi de façon très intelligente utiliser les subtilités du droit pour permettre à ce que les appels d'offres puissent donner une chance à ces circuits locaux. Et ce ne sont là que des exemples, que des bonnes pratiques que je souhaite soutenir et que je souhaite mettre en avant. Vous avez en résumé su fédérer des acteurs autour de projets communs pour faire rimer juste rémunération du producteur et prix juste au consommateur. Ce sont toutes ces solutions pratiques, efficaces, tirées de votre expérience, tirées de la demande client que Virage à table valorise et qu'il faut reconnaître et faire connaître. Des opportunités se présentent d'ailleurs aujourd'hui pour aller plus vite, pour aller plus loin, car il y a effectivement le plan de relance. Ce plan de relance, en matière agricole, il peut vous donner des moyens de démultiplier la démarche. Laissez-moi vous citer ne serait-ce que 2 exemples, directement en lien avec vos activités. D'abord, le soutien aux cantines scolaires. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Préparer sur place à partir de produits issus de circuits locaux permet souvent de diminuer le coût et en même temps d'assurer une alimentation d'une très grande qualité. Mais cela suppose des équipements dans les cantines. Cela suppose parfois d'installer des légumeries. Cela suppose parfois de revoir le circuit logistique, d'investir dedans. Cela suppose aussi de la formation du personnel, car tout concerne une organisation à structurer. Eh bien, dans le plan de relance, ce sont 50 millions d'euros qui seront réservés spécifiquement à ces éléments visant à améliorer l'accès à une qualité
optimale avec des produits issus de circuits courts dans nos cantines. Et ces 50 millions d'euros, ce sera de la subvention. Ensuite, deuxième exemple, la mise en place de filières locales d'approvisionnement à l'échelle d'un territoire au travers des plans alimentaires territoriaux que vous connaissez bien. Ces PAT, jusqu'à présent, ils étaient financés à hauteur de 6 millions d'euros sur les 4 dernières années, entre 2016 et 2020. À compter de l'année prochaine et pour 2 ans, ce seront 80 millions d'euros qui leur seront dédiés, 13 fois plus que la somme précédemment utilisée ces 4 dernières années. Et ces plans d'alimentation territoriaux, c'est ce qui permet de structurer les filières, c'est ce qui permet à la restauration collective ou à la restauration individuelle d'avoir accès à ces circuits courts, d'avoir accès à cette agriculture de proximité et à cette alimentation de qualité. Alors vous le voyez, ces mesures et d'autres encore doivent permettre d'assurer notre souveraineté alimentaire, de financer à vos côtés les différentes transitions et surtout de venir en soutien à vos initiatives. Je le sais, je m'en doute, certains d'entre vous pensent que l'accès à ces crédits reste trop compliqué, parfois bureaucratique et surtout trop consommateur de temps, car beaucoup d'entre vous font l'expérience de démarches qui parfois sont trop complexes. Alors j'ai demandé de manière très claire à l'ensemble des services de l'État, à l'ensemble des agences qui sont sous ma responsabilité, mais aussi à l'ensemble des chambres d'agriculture, d'être mobilisés et d'être à vos côtés pour vous aider. Il nous faut vous accompagner et il nous faut faire en sorte que vos projets puissent naître avec des démarches les plus simples possibles. Je m'y engage et si ça n'est pas le cas, faites-le moi savoir pour que tout de suite nous puissions corriger le tir. Cela, j'en suis sûr, va permettre de démultiplier la méthode que vous avez développée au travers de ces projets innovants, susceptibles de répondre aux ambitions qui sont les vôtres. Alors en conclusion, je voudrais d'abord vous redire combien votre démarche Virage à table répond aux ambitions qui sont les nôtres. Vous dire combien je soutiens la vision qui est la vôtre, c'est-à-dire fournir une alimentation de qualité, durable, locale, partout sur nos territoires et en même temps permettre et assurer une plus juste répartition de la valeur le long de la chaîne alimentaire. Vous dire enfin que dans cette période si compliquée, si difficile, l'État est et sera à vos côtés pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Je sais la souffrance que procure le moment que nous vivons, mais vous pouvez être assuré que nous sommes pleinement mobilisés pour vous accompagner. Je connais votre engagement, je connais votre volonté, je connais votre courage contre parfois vents et marées. Je connais votre volonté de pouvoir aller de l'avant, y compris dans cette période si difficile pour beaucoup d'entre vous. Et je voudrais une nouvelle fois vous remercier pour toute l'action que vous portez, vous remercier pour toute la volonté qui est la vôtre et vous dire à travers ce webinaire qu'aujourd'hui, mais aussi que demain, je serai à vos côtés. Ce webinaire, c'est probablement qu'une première étape pour faire vivre cette démarche Virage à table. Cette démarche, j'en suis sûr, elle ira loin. Elle doit s'inscrire sur la durée. Et je serai là pour vous aider, grâce notamment au plan de relance que j'évoquais, mais aussi aux autres dispositifs de ce ministère. Alors je voudrais, pour conclure, vous remercier très chaleureusement, de manière républicaine et avec beaucoup de soutien pour tout ce que vous faites. À très vite et encore merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce discours très encourageant sur notre démarche. Nous savions, et vous le verrez tout à l'heure, que grâce au groupe Orange, on a anticipé l'application de cette loi. Et donc, pour les maires et les responsables de restauration collective de collectivités qui sont connectés aujourd'hui sur le webinaire, sachez que cette méthode, bien entendu, s'adapte à l'ensemble de la restauration collective, qu'elle soit portée par les industriels ou qu'elle soit portée par les collectivités. Florence Loto vous le présentera très bien. Donc, vous avez vu qu'on a coupé la vidéo. Il se dit plein de choses très intéressantes sur tous nos projets qui vont intéresser tout le monde. Donc, on vous la mettra en diffusion aussi rapidement que possible. Et je repasse la main à notre animatrice, chère Léonie, c'est à vous.
Bien, donc on a vu notre soutien institutionnel politique. Je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se joue dans les restaurants maintenant, comment ceux qui reçoivent cette alimentation s'en saisissent, qu'est-ce que les convives pensent d'une alimentation 100% durable. Le fait de manger 100% durable, c'est le fait d'être sûr de ce qu'on mange, de manger des produits qui sont de bonne qualité, qui sont produits pour la plupart en France. C'est avant tout manger bien, manger sainement et puis avoir plus confiance aussi en ce qu'il y a dans notre assiette. C'est meilleur pour la santé. Ça facilite l'accès justement à la bonne alimentation. Ça m'inspire de la confiance. Je me dis que c'est des produits locaux. C'est la qualité et puis la proximité. On soutient les producteurs. C'est une démarche simplement citoyenne. C'est de manger bio, de respecter l'environnement. Respect de la nature et respect des animaux. Des circuits courts, de l'élevage ou de la pêche raisonnée par exemple. Si c'est bio, circuit court, c'est le Graal. C'est ce qu'il faut, je pense, pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Bon, alors, pour que ces convives puissent manger 100% durable, eh bien, il y a des décisions qui sont prises et souvent, c'est le donneur d'ordre qui a la plus forte responsabilité. Donc, je vais laisser la parole à un donneur d'ordre, celui qui suit le projet depuis 2 ans à travers le groupe Orange, puisque le groupe Orange a été la première entreprise à s'investir pleinement, à implémenter Virage à table. Donc, je laisse la parole à Bruno Dubu pour qu'il nous explique comment il s'est saisi de cette aventure. Bonjour à toutes et à tous. Donc la restauration chez Orange en France, elle est encadrée par un accord d'entreprise de mai 2019. En fait, donc cet accord, il a été signé avec les organisations syndicales majoritairement. Et en fait, son fil rouge, c'est de privilégier la restauration collective et plus particulièrement la restauration collective au sein des restaurants Orange. Donc en fait, il y a 3 acteurs majeurs dans le domaine de la restauration au sein d'Orange. Donc les CSE, 12 CSE, puisque l'activité sociale et culturelle restauration est une prérogative des CSE dans le cadre des dernières ordonnances Macron. Donc les organisations syndicales et donc Orange. Et donc les responsabilités sont clairement définies au sein d'Orange vis-à-vis de ces 3 derniers acteurs. Donc les CSE sont décisionnaires, les organisations syndicales signataires orientent la politique et Orange donc la met en œuvre. Donc c'est un modèle de gouvernance qui est assez innovant. Et finalement, si ce modèle de gouvernance fonctionne de manière aujourd'hui assez fluide, c'est que l'ensemble des acteurs partagent une ambition commune, c'est que la pause déjeuner soit un moment convivial où les salariés ont la possibilité de consommer des produits de qualité. Donc, pourquoi avoir lancé un projet 100% durable il y a 2 ans au sein d'Orange? Donc, clairement, on avait déjà initié à l'époque le développement de la consommation des produits bio et locaux au sein de nos restaurants avec une ambition, c'est que rapidement, on ait 20% des achats de nos produits qui soient des produits bio ou des locaux et que 90% des repas qu'on sert dans nos restaurants soient des produits donc bio et locaux. Donc pour un chiffre, un petit repère sur la restauration collective au sein des restaurants Orange, c'est à peu près 17 000 repas servis par jour. Bon, bien évidemment, en période de confinement, en octobre, on était un petit peu moins, mais on a quand même servi sur le mois d'octobre 10 000 repas par jour. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. Donc, on a décidé il y a 2 ans, sous l'impulsion de Dominique Sauvage, qui s'exprimera un petit peu plus tard et que je remercie pour ses convictions et son approche assez visionnaire, puisque quand on a lancé le projet, la loi Egalim n'était pas encore prévue et Dominique avait certainement une boule de cristal puisqu'on a été en anticipation dans ce domaine-là. Donc notre ambition, c'était bien de lancer une expérimentation pour voir si on était en situation de tendre vers une alimentation 100% durable en ne servant que des produits bio, locaux
ou labellisés au sein de nos restaurants. Donc, cette initiative n'avait pas et n'a toujours pas forcément vocation à être généralisée, mais finalement, ce qu'on souhaitait tester, c'est la recherche du point d'équilibre entre coût, qualité des produits, richesse de l'offre et acceptabilité par les salariés. Parce que très en amont du projet, on a anticipé que de tester cette démarche générerait forcément une réduction de l'offre qui serait proposée aux salariés. Mais donc, en fait, c'était assez naturel, hein, donc c'était pas un virage qu'on avait initié à l'époque, mais plutôt un tournant vers des produits de plus de qualité au sein de nos restaurants. Donc, c'est une démarche qu'on a été très, très modeste. Hein. Bon, aujourd'hui, on en est bien évidemment fiers de vous la présenter, mais finalement, ça s'inscrivait dans la continuité de ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire de continuer à améliorer de manière continue l'offre de restauration qu'on propose aux salariés. Bien évidemment, c'est cohérent avec la politique souhaitée par les partenaires sociaux et la stratégie d'Orange de réduire son empreinte carbone de manière significative dans les prochaines années. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement l'objectif qu'on s'était fixé est atteint, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a compris de ce projet nous permettra d'éclairer l'évolution de l'offre pour les années à venir. Il faut maintenant qu'on fasse un bilan complet dans le contexte si particulier que rappelait notre ministre pour voir effectivement comment on va continuer de transformer notre offre vers toujours plus de qualité. Ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, c'est que maintenant, on va chercher à tirer le meilleur profit de cette belle réussite qui dépasse toutes nos espérances. Puisque quand on a lancé ce projet, on se disait 100%, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou pas, Et je pense que ça nous a démontré qu'on pouvait aller très loin dans le domaine. Bon, les aspirations des salariés aujourd'hui évoluent. Bien évidemment, la Covid aura certainement un impact fort, mais on a déjà compris que les salariés et les convives étaient prêts à accepter une réduction peut-être de l'offre de restauration, hein, qui est sans doute un incontournable, mais en contrepartie de produits de qualité. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura un avant et un après ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. On voit comme ce projet s'inscrit donc dans la durée et je suis heureuse de voir que même avec le Covid, vous tenez bon et quelque part, cette réduction de l'offre peut-être sera un bon outil par la suite pour s'adapter, pour que les convives aient moins besoin d'une opulence et des produits de meilleure qualité. On a terminé donc cette introduction. Je vous propose de passer à l'acte 1 qui consiste à comprendre comment ça se passe concrètement, l'outillage qu'est Virage à table. Et pour en parler, je laisse la parole à Florence Liotto. Florence Liotto, c'est la fondatrice de la société FL Conseil, qui depuis des années maintenant accompagne les donneurs d'ordre dans cette transition. Donc elle est la mieux placée pour vous l'expliquer. Bonjour. Merci Léonie de me laisser la parole. Je suis en effet ravie de pouvoir présenter Virage à table. Qu'est-ce que Virage à table ? Dans un premier temps, je vous propose de faire un arrêt sur image sur les enjeux et le contexte de la restauration collective en 2020. Quel modèle souhaitons-nous demain ? Je pense que si nous sommes tous connectés aujourd'hui à ce webinaire, c'est que nous avons et nous sommes tous en conscience que nous devons aller vers une restauration dite 100% durable. Alors, c'est peut-être pas un indicateur, peut-être pas deux, c'est à mon sens 100% durable dans sa dimension éthique. Léonie l'a très bien dit, les enjeux environnementaux aujourd'hui nous poussent à porter ce nouveau paradigme. Nous, peut-être dans un premier temps, en tant que citoyens, nous avons de nouvelles attentes
des attentes on a un bel exemple, l'explosion des produits bio, par exemple, mais également vous, en tant que donneur d'ordre, vous êtes un peu plus tous les jours en responsabilité quand vous achetez votre restauration, entre autres, et autres domaines, évidemment. Et puis, le monde institutionnel, je remercie très fortement et très chaleureusement notre ministre, parce que oui, la réglementation évolue et on peut donner juste un exemple parmi tant d'autres, mais la loi Egalim qui est fort de sens puisqu'elle va obliger la restauration publique à atteindre 50% d'alimentation durable à partir du 1er janvier 2022. Alors, ces 15 années, parce que c'est à peu près ça, d'expérimentation, de retour d'expérience, ont fait que aujourd'hui on est conscient d'une chose, c'est que le donneur d'ordre doit se saisir de cette transition alimentaire. Et pour cela est né Virage à table. Virage à table est tout simplement un outil. Oui, excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. Excusez-moi, je reviens. Face donc à ces forces, effectivement, il y a des faiblesses. Je vois que le PowerPoint n'a pas suivi, a des faiblesses pour pouvoir aller vers ces 100% durables. Bon, c'est le direct. Donc, en effet, on a des faiblesses. Donc, on va parler, vous le savez très bien, c'est toute la partie de la pression économique, la pression de la norme aussi via l'hygiène, mais également les habitudes alimentaires. Nous devons, est-ce que Bruno Dubuc l'a très bien dit, cette réduction de l'offre, est-ce qu'on est prêt à ça dans nos restaurants? Et puis également cette offre ultra transformée qui s'est installée progressivement au sein de notre offre et qui est en plus de cela très attractive. Et pour finir, juste un petit arrêt sur image sur la partie du Covid, puisque on est effectivement dans une situation assez complexe et amenant des pressions économiques d'autant plus fortes. Mais n'est-ce pas une opportunité pour essayer d'imaginer demain la restauration de demain? Donc, comment transformer cette restauration? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est de effectivement passer de ces freins et de les transformer en opportunités, de faire en sorte que on puisse articuler maîtrise, je dirais maîtrise de cette durabilité et maîtrise économique, mais également d'amener nos cuisiniers à être un peu plus innovants tous les jours pour mettre en lumière cette offre de notre territoire qui est certes limitée, et puis évidemment accompagner nos convives à amener une nouvelle et à se poser sur une nouvelle alimentation et nouvelles habitudes alimentaires plus responsables. Alors, je l'ai dit, les donneurs d'ordre doivent se saisir de cette problématique, la problématique de la transition alimentaire. Donc, Virage à table est un outil donc simple, qui est un outil de transformation à destination des donneurs d'ordre, qui a une approche, on va dire, systémique, c'est-à-dire qu'en fait, on repense la restauration dans sa globalité, qui doit être là également pour questionner l'ensemble des parties prenantes et qui pose une méthodologie structurée par palier pour rendre visible à toutes les parties prenantes, c'est la slide d'après, voilà, pour rendre visible à toutes les parties prenantes le chemin à parcourir. En fait, c'est une méthodologie par étape. À chaque étape, à chaque palier, il y a à la fois un travail, je dirais, avec les équipes sur par famille de produits sur le sourcing, mais également sur repenser les recettes pour les rendre les plus durables possibles, tout en, donc vous le voyez très bien, en rentrant évidemment un peu plus de produits bruts, de produits labellisés, et tout ça en maîtrise de coût. À chaque étape, il y a également un moment extrêmement fort pour embarquer les convives, donc mettre en place une communication pédagogique pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer dans leur restaurant. Et puis, à chaque étape,
on met en place une évaluation à travers 2-3 indicateurs qui permettent de très vite se rendre compte bien du chemin parcouru. Alors, pour réussir un projet long, ambitieux, on est à peu près sur 12 ou 18 mois, eh bien, il est nécessaire d'avoir quelques conditions de réussite. J'en prends juste 4. La première, eh bien, on l'a vu, le donneur d'ordre doit être acteur doit être acteur et se saisir. Enfin voilà, c'est lui qui doit impulser. Il y a un comité de pilotage qui doit se mettre en place avec évidemment les convives ou les parents de convives, quand les convives sont des petits enfants, les équipes, alors salariés ou pas salariés, salariés ou pas salariés, je dirais, du donneur d'ordre, donc avec le partenaire de restauration par exemple, les partenaires sociaux et quand c'est possible, le monde agricole, bien évidemment. Les donneurs d'ordre, que ce soit la direction générale d'une entreprise, la direction d'un hôpital, le maire d'une commune ou le politique pour les collèges ou les lycées. La deuxième condition, c'est ensemble, on doit parler un langage commun pour pouvoir se comprendre. On vous a posé en début de webinaire une petite question. On verra à l'acte 3 si on est tous connectés ou si, eh bien, finalement, on ne se comprend pas sur un terme comme la restauration 100% durable. Troisième condition, bien, c'est partager l'écosystème du restaurant. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème? C'est à la fois comprendre ce que c'est que la richesse, quelle richesse du territoire on a autour du restaurant, mais également c'est partager la compétence, savoir quel est le niveau de compétence des équipes et le niveau de connaissance des convives. C'est aussi de savoir ce qu'on a dans notre assiette. Donc, c'est avoir une cartographie alimentaire très claire qui permet de voir si on est plutôt déjà à l'atteinte de la loi Egalim. Et dans ces cas-là, allons-y, continuons plus loin, allons vers ce 100% durable, ou si on est à 10 ou 20%. Et tout ça, bien évidemment, dans une justesse économique. On ne pourra pas transformer son restaurant si le cadre économique est bancal. Donc, la première chose, c'est bien de comprendre que chaque maillon de la chaîne agit avec une justesse économique. La dernière condition que je souhaite partager avec vous, donc c'est qu'une fois que le comité de pilotage a donc émis, s'est arrêté sur des ambitions, une fois que ces ambitions se sont transformées en engagement, donc ambition dans le cadre, formalisée dans le cadre évidemment d'un cahier des charges, l'important c'est de formaliser l'ensemble via un contrat, via une charte si on est en gestion directe, via un avenant au contrat si toutefois il n'y a pas eu d'appel d'offres qui ont été menés pendant cette démarche de transformation. Alors, avant de conclure, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur quelques anecdotes à travers quelques images, photos, sur un principe du avant-après. Alors là, vous voyez, là, ça va très vite, je vous laisse voir. Donc ça, c'est l'histoire du produit, comment communiquer sur cette histoire du produit. Voilà, donc là, c'est revenir peut-être à la recette de nos grands-mères en supprimant les produits industriels. Ça, c'est inverser la tendance pour pouvoir intégrer plus de végétal dans nos menus. Ici, c'est la question du déchet, des déchets non recyclables comme les yaourts. Là, c'est la question des boissons, des bouteilles en plastique, malheureusement qu'on connaît, et du soda sur une question de santé. Et pour finir, toute la partie non alimentaire pour les rendre écolabellisés. Alors oui, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie et je souhaite aussi remercier tous les acteurs qui ont osé depuis des mois, des années à lancer cette transformation de leur restauration. Et je vous dis, je vous souhaite un très très bon webinaire. À bientôt. Merci beaucoup, Kyoto. Donc, on a bien compris la mécanique virage à table et comment elle se développait. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe en face pour ceux qui reçoivent cette méthode. La loi Egalim a poussé les opérateurs publics à passer à une alimentation plus responsable. Certains sont allés encore plus loin, ont été encore plus proactifs. Je vais donc laisser la parole au secrétaire général de l'INTPEF. Bonjour, je suis très content de participer à ce webinaire
À l'approche de la fin du marché public précédent, nous avons tout de suite démarré les travaux d'écriture du futur marché qui est en vigueur aujourd'hui, marché de restauration, pour lequel nous allions évidemment, et nous sommes en train d'intégrer les obligations de la loi Egalim, obligations dont nous voulons faire un atout en termes de qualité de restauration, pour les convives, bien sûr, pour également le monde agricole. Donc quand on a découvert le détail de la loi Egalim avec notre assistant maîtrise d'ouvrage, on s'est demandé comment répondre à ces exigences qualitatives tout en maîtrisant les coûts. Et on s'est dit qu'il fallait faire un choix fort de réduction de l'offre, que ce soit sur le nombre de desserts, d'entrées et aussi de plats. Et donc nous avons, pour ce qui est des plats, réduit l'offre de 3 à 2 plats par jour et en allant sur une offre végétarienne, puisque nous avons aujourd'hui 2 plats végétariens par semaine qui sont proposés. Pour répondre à ces enjeux, nous avons mis en œuvre un deuxième levier qui est celui du click and collect. Nous avons estimé qu'il fallait réintégrer dans la ligne de Self l'offre de restauration rapide par cette technologie nouvelle du click and collect. Et puis par ailleurs, dans le cadre toujours du développement durable, il était indispensable que nous limitions, voire nous supprimions un certain nombre de déchets. Donc nous avons supprimé toutes les bouteilles en plastique en les remplaçant par des fontaines à eau. Nous avons mis en place une ligne de tri des déchets. Donc chaque convive est invité à trier son plateau à la fin du service. D'un côté, les déchets organiques, de l'autre, le tout déchet. Et puis, nous avons mis en place également une offre de yaourt en vrac. Donc, on a supprimé 1000 pots en plastique par mois. Nous avons lancé le marché avec toute cette ambition de qualité et de développement durable. Il nous a semblé indispensable de nous faire appuyer non seulement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qui était déjà le cas, mais de renforcer cet appui par un projet structuré, une fois par mois, montre quels sont les points d'évolution qui sont prévus et qu'on est en train de mettre en œuvre par jalon dans le temps, peu à peu. Et peu à peu, de cette manière-là, on va vers la loi Egalim avec un objectif complet au 1er janvier 2022. En conclusion, c'est un projet ambitieux, difficile, a fortiori dans le contexte actuel du Covid. Ce qui est important, c'est de faire ce travail d'évolution en bonne intelligence et donc en lien quotidien avec notre prestataire de restauration, appuyé par notre assistant maîtrise d'ouvrage, et que donc sur un mode tripartite, nous arrivions à identifier les difficultés et à trouver ensemble les solutions pour aboutir. Je suis très confiant. Merci pour ce témoignage. On a vu donc la partie opérateur public. Je vous invite à aller voir aussi du côté des entreprises. Je fais suite aux propos de Bruno Dubu concernant Orange, puisque Orange, ça fait 2 ans qu'ils sont déjà impliqués dans la démarche. Donc, je vous propose de visionner un court film qui va nous donner à voir comment ça se passe chez eux.
Et on a vu les acteurs de la transition du côté des convives, du côté des donneurs d'ordre. Je vous invite maintenant à voir ce qui se passe en cuisine, du côté des équipes restauration. Ici, c'est l'équipe API qui a été interrogée puisqu'elle a travaillé avec Orange à cette transition. Bon, je m'excuse par avance pour la qualité sonore qui n'est pas optimale. Ça a été tourné in situ dans le restaurant. Donc voilà, on a quand même souhaité vous partager cette vidéo, même si le son n'est pas parfait, parce que leur témoignage nous semblait important. En tant que magasinier, j'ai dû organiser le stockage de l'approvisionnement des données afin d'isoler le bio conventionnel et donc de faciliter la connaissance de nos produits par nos collaborateurs. Pour les convives d'Olivier de Serres, on a voulu une offre de pâtisserie, alors toujours maison, mais plus saine, en limitant le sucre et en travaillant davantage les légumes, tels que la carotte, la betterave, le haricot rouge. C'est un challenge de tous les jours et c'est très motivant. Afin de proposer un menu plus appétissant et responsable à nos convives, nous proposons dorénavant un menu dans lequel il y a moins de produits carnés, donc moins de viande, et nous travaillons des plats avec des fécules bio locales, des pâtes complètes, et je travaille souvent sur un esprit de boudabole et de plats flexitariens. C'est un accompagnement des équipes afin de leur expliquer la démarche et surtout de les impliquer dans ce projet afin qu'ils soient portés par tous et tout le temps auprès de nos convives. Nous sommes fiers d'avoir été challengés par Orange pour intégrer ce projet ambitieux sur une offre 100% durable. Ces 6 étapes qui ont jalonné ces 2 années ont été riches en enseignements. Nous avons aussi évolué humainement en réfléchissant sur notre impact environnemental et aux solutions économiques à construire. Le résultat est dans l'assiette et ce projet crée véritablement une satisfaction auprès de nos convives. Bravo et encore merci à l'équipe d'Olivier de Serres pour leur implication et l'investissement tout au long du projet. Ils ont été accompagnés par leur direction régionale, les différents services API et le soutien de la direction générale. Je finirai par la phrase suivante qui nous a accompagnés tout au long du projet avec Orange et Eiffel Conseil, c'est possible. Pendant 2 ans, le restaurant Olivier de Serres a été pilote d'une restauration plus responsable, plus exigeante, avec un but unique: offrir une prestation 100% durable. L'entreprise s'est investie dans ce projet, car il est au cœur de nos ambitions. Une cuisine élaborée sur place, par nos chefs, avec des produits de qualité, des produits de proximité, pour une alimentation d'abord savoureuse bien sûr, mais aussi plus saine, une alimentation plus respectueuse de l'environnement. Cuisinons avec passion et soyons des cuisiniers responsables. Voilà, on a fait le tour des acteurs et de la démarche. On va être dans la conclusion de ce premier acte qui vous montrait un petit peu l'outillage virage à table. La question maintenant, ça va être de comment faire pour valoriser, comment faire pour que cette démarche soit pérenne dans le temps. Je vais laisser la parole à un donneur d'ordre qui, lui aussi, a fortement soutenu cette démarche puisqu'il a été là depuis le début chez Orange et qu'il l'a à la fois initié et qu'il a convaincu autour de lui. Je laisse la parole à Dominique Sauvage. Bonjour à tous. Moi, je suis particulièrement heureux de ce projet Virage à table. Il y a maintenant plus de 15 ans que nous avons été un certain nombre à prendre conscience de l'intérêt d'une restauration de qualité, durable, basée sur des circuits courts. La loi Egalim, plus récemment, a donné un cadre, les fameux 50%. Mais grâce au fait que nous étions fédérés par le SIEC, on a pu, sur une base commune, et ça c'est important, tester, expérimenter pour aller plus loin encore que la loi Egalim et se préoccuper, y compris des autres 50% restants. Pour moi, pour Orange, les conditions de réussite pour installer Virage à table, c'est tout d'abord un chef de projet. On avait Corinne Guillaume qui a vraiment pris le projet de bout en bout. C'est une société de restauration collective. On vient de voir API et leur témoignage qui illustre bien le besoin que l'ensemble des équipes
équipes dans un restaurant, lorsqu'elles sont impliquées, donnent des résultats intéressants. C'est bien sûr des partenaires extérieurs, FL Conseil qui nous a aidés et qui a fait un gros travail sur la partie, on va dire, logistique, la composition des menus. Mais c'est également justement le SIEC pour le partage d'expériences et voir comment les autres, chacun dans leur restaurant, pouvaient aboutir à un résultat qui est celui de virage à table. Avec le recul maintenant, le besoin qui émerge, c'est un besoin qui me paraît très très important, c'est le besoin d'avoir un label qui fédère, qui cadre ces fameux autres 50% et surtout qui récompense. Bien sûr, on a pu remercier l'ensemble des acteurs, mais je pense que le fait d'avoir un label à présenter, c'est quelque chose qui peut être très important pour le management, pour parler de ce projet Virage à table. Et c'est tout l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de se dire il nous faut un label. Et ça, c'est une demande très, très forte que j'ai adressée au SIEC depuis longtemps. Merci beaucoup, Dominique Sauvage. Bravo pour avoir été précurseur dans cette démarche. Donc, Dominique Sauvage vient de vous expliquer cette intention des donneurs d'ordre d'être soutenus par une labellisation. Donc, on va vous présenter ce qu'est le label, puisqu'on l'a construit à leur demande. Et je suis très heureuse d'en faire partie. Chacun d'entre nous va se présenter très succinctement pour que vous compreniez sa composition et on vous expliquera par la suite son fonctionnement. Bonjour, je suis membre du comité de labellisation avec ma casquette santé, puisque je suis endocrinopédiatre à l'hôpital. Je suis convaincue qu'il y a urgence à changer nos modes de production agricole pour notre santé, pour la santé des producteurs et celle de la planète. Si j'ai accepté d'apporter ma modeste contribution à ce comité, avec mon regard de citoyenne et de médecin, c'est parce que des initiatives comme celle-ci vont dans le bon sens, vers une meilleure santé de tous et vers plus de respect dans un sens très large, des producteurs, du consommateur et de la nature, bien sûr. Bonjour, je participe avec enthousiasme à la création du label Virage à table. Je fais partie de son comité de labellisation parce que le changement de notre alimentation est l'un des principaux enjeux de la nécessaire transition écologique. Et la restauration collective doit en être un acteur essentiel. J'apporterai au comité de labellisation mon expertise en faveur d'une alimentation bas carbone. Je suis membre du comité de labellisation en tant que représentant du Collège de la Restauration. Je suis à ce titre très heureux de faire partie de ce comité et de contribuer ainsi à la mise en œuvre d'une démarche de responsabilisation de ce secteur. Mon objectif en tant qu'expert est d'accompagner les acteurs de la restauration collective commerciale face aux enjeux modernes d'une nouvelle alimentation et aux impacts de cette dernière sur notre environnement. Mon implication dans le comité de labellisation de Virage à table me permet d'avoir un regard professionnel agricole, convaincu par une agriculture plus respectueuse, comme l'agriculture biologique. Je crois beaucoup aussi à ces valeurs que porte ce label, qui donnent du sens à l'humain, à la santé et à l'environnement. Ce label, c'est aussi une belle reconnaissance des efforts quotidiens dans vos entreprises. Je suis membre du comité de labellisation en tant que représentante du Collège des sciences sociales. Je crois que le restaurant doit réinvestir sa fonction première, celle de restaurer, et que cela passe par une large considération pour le vivant, d'une part pour l'aliment, bien sûr, mais aussi pour ses écosystèmes et pour tous ses producteurs. En fait, la restauration témoigne à mon sens de ce qui fait collectif. Elle est significative de notre choix de société. Alors je suis heureuse d'accompagner, de valoriser à travers Virage à table tous ceux et celles qui s'engagent, qui ont des convictions autour de l'alimentation comme un merveilleux vecteur de changement. Je suis membre du comité de labellisation en tant que représentant des donneurs d'ordre. Je suis donc ici pour représenter mes pairs et surtout pour les récompenser dans cette belle démarche de transformation de leur restauration collective. Et très heureux de partager cette décision avec les éminents experts qui contribuent à ce comité de labellisation. Alors, me revoilà. Ah, c'était Léonie, mais non, Léonie, c'est à moi. Donc, me revoilà. Juste 2-3 infos sur le déroulement du webinaire.
Donc, vous nous posez beaucoup de questions. Donc, les questions très claires. Oui, il y aura un replay total, complété des vidéos qu'on a dû couper. Et oui, vous aurez accès aux présentations qui ont été faites. Pour le reste, ce sont des questions autour de la loi Egalim, autour des présentations d'Orange, et ainsi de suite. Donc, on répondra à tout ça. Donc, voilà. J'ai maintenant la joie de vous montrer ce qu'est ce comité de labellisation, très bien présenté par notre aventurier de la restauration collective, jeune homme Dominique Sauvage, qui a été aussi mon vice-président pendant un certain temps. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que je vais vous présenter ce label. Donc déjà, vous voyez le logo du label, on voit qu'il ressemble à quelque chose dont on a entendu parler il y a quelques minutes. Donc forcément, FL Conseil, nous accompagnons, nous les donneurs d'ordre depuis des années. C'est un travail en commun qui a permis de structurer cette transformation et donc d'imaginer ce label. Donc, ce label, il est là. Pourquoi? Simple. Je vais répondre à des questions très simples. La plus importante, on va dire que c'est vraiment marquer une évolution par un jalon. Quand on labellise un restaurant, on est sur un bivouac. On n'a pas atteint le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, c'est 100% durable. Moi qui travaille dans un centre de recherche de technologie, on sait que le 100%, c'est très, 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 voire jamais atteignable. Et donc, l'idée, c'est de se projeter vers. Donc, c'est très important d'avoir un jalon. Et c'est ce qui est représenté sur le petit logo. Le trait en bas avec les 3 petits points. Le trait, c'est on labellise. Et les petits points, il faut continuer. Pour continuer, comme l'a dit très justement Dominique, il faut récompenser. Les gens ont œuvré pendant plus d'1 an, puisque n'oublions pas que la méthode, elle doit prendre en compte les saisonnalités. Donc, on doit vivre les 4 saisons pour aller jusqu'au bout de la transformation du restaurant. Fidéliser. C'est extrêmement important quand les gens ont un changement de comportement de les fidéliser. Il faut fidéliser le convive quand il découvre des nouveaux produits pour pas qu'il revienne à l'ancienne. S'il y revient après, c'est trop tard. On ne le fera plus revenir dans les nouveaux comportements. Il faut aussi fidéliser les personnels de restauration qui ont vu évoluer leur métier vers, je pense, un métier avec une meilleure qualité de vie au travail. Fidéliser les structures agricoles. Hein. N'oublions pas que quand on a fait des achats publics ou groupés et qu'on a dit, s'il vous plaît, structurez vos filières pour répondre à notre demande, il ne faut pas du jour au lendemain leur couper notre demande, sinon ça ne va pas. Et donc, la motivation est très importante. Hein. Comme disait mon patron à une époque, atteindre le haut, c'est bien, y rester, c'est plus difficile. Et là, c'est même pas ça, c'est on va encore plus loin. Donc, on imaginera peut-être des niveaux de labellisation à 50, 60, 70, comme on donnerait un diplôme avec une mention bien, très bien pour manager tout ça. Voilà le pourquoi. Après, pour qui? Donc, on s'adresse aux donneurs d'ordre. Hein. Je suis président d'une association de donneurs d'ordre, ce qui nous donne quand même une certaine liberté d'action, hein, comme c'est nous qui sommes les payeurs, on ne conseille pas, on agit. Et donc, on a voulu mailler le territoire. Donc, l'idée du siècle, c'est de s'installer sur un territoire et de prendre tout le monde. Et si on prend tout le monde, les entreprises, les administrations, l'armée, le Crous, les enseignements, on va avoir ça. Donc, on sait que la restauration collective pèse 1/3 à peu près des commandes d'alimentation. La restauration commerciale en paye les 2/3. Donc, d'où la présence aussi, on apprécie beaucoup, de mon parrain, oui, Monsieur Régis Marcon, de voir comment, à un moment donné, on pourra inclure la restauration commerciale dans notre démarche. Par qui, donc, ils se sont présentés individuellement, merci à eux. Ils représentent chacun un collège. Nous avons vu notre agriculteur Gérard Gaillet, donc, qui représente le collège agricole. Hein. Ils ont très confiance, c'est pour ça qu'il est là, sur notre capacité à structurer les filières. La restauration et l'enseignement, donc Eddy Fournat, quel plaisir d'avoir quelqu'un qui va inculquer, donc il est au lycée hôtelier Lesdiguières, et qui va permettre aux jeunes d'apprendre directement dans leurs fondamentaux comment transformer, comment cuisiner avec des produits d'achat durable. Le donneur d'ordre, c'est moi, je vais arrêter de parler de moi. L'environnemental, Jean-Luc Féchard, on a vu, hein, c'est l'impact sur l'environnement est une clé de fonctionnement sur les stratégies RSE. La santé et la médecine, d'ailleurs, je tiens à vous dire que Madame Monique Limon, notre députée, prévoit aussi de nous faire auditer par la commission santé et nutrition à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire à quel point on intéresse. Et puis, bien sûr, les sciences sociales, vous aurez reconnu notre chère animatrice, philosophe de métier, et qui a écrit un merveilleux livre, d'ailleurs, sur le restaurant avec Florence Yoto. D'économie, donc c'est à venir. On va parler surtout d'économie circulaire. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant, on ne l'a pas mis dedans.
Et donc, vous ne l'avez pas vu, on a changé de slide, mais on reste sur celui-là, puisque c'est un comité interdisciplinaire et indépendant. Alors, et indépendant, pourquoi? Donc là, à part ceux qui ont un écran géant de 14 mètres de diamètre, vous ne voyez pas ce qui est écrit. Mais vous l'aurez à destination, c'est la charte qu'on a écrite, rédigée par notre philosophe et co-signée par tous les membres, où nous nous engageons à être un collège éthique. Alors, pourquoi ce collège? Parce qu'au début, avec notre aventurier de la restauration, cher Dominique, on avait pensé, tiens, pourquoi les pères ne récompenseraient pas leurs pères? C'est-à-dire, nous, les donneurs d'ordre, on se fait un collège de donneurs d'ordre et on dit, toi, t'es le meilleur. On s'est dit, ça marchera pas, c'est trop suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette ouverture vers un collège indépendant, les casques bleus de la restauration collective, pour avoir cette légitimité. On va apporter quoi par rapport à l'audit dans le restaurant? On va apporter, si tu veux bien avancer, cher régisseur, d'abord des outils. Alors, les outils sont simples. Le ministre l'a rappelé, il y a la loi Egalim, Florence Loto en a parlé, tout le monde en parle, donc c'est notre base, mais on va plus loin. Hein. C'est qu'une base. Le siècle va beaucoup plus loin que la loi Egalim. Les objectifs de développement durable, c'est sûr, et tout ça s'inscrit, et je tiens à le dire, dans la proactivité des stratégies RSE. C'est fondamental. Dominique et moi, on a vécu il y a une dizaine d'années quelques traumatismes en restauration collective qui nous ont fait découvrir l'importance. Il y a encore des tas de donneurs d'ordre qui ne voient pas l'importance de la restauration collective dans leur stratégie RSE et la qualité de vie au travail. Donc voilà, c'est fondamental, c'est une approche systémique ou holistique, comme disent certains. Ne traitons pas la restauration pour la restauration, elle doit s'intégrer dans un tout. On s'appuie sur un référentiel. Donc, quand les donneurs d'ordre vont s'inscrire pour être labellisés, ils vont avoir un audit, il va y avoir 150 questions sur les achats, ainsi de suite, mais elles sont regroupées en 38 critères majoritaires. Donc, nous, le comité de labellisation, on va s'arrêter à ces 38 critères. J'adore le schéma de l'économie circulaire, donc je l'ai retransposé dans ce référentiel d'audit. À n'importe quel moment, quand on prend cette boucle, alors si on veut la prendre au tout début, c'est ressources, en haut à gauche, et donc, on regarde, donc c'est la structuration des faits agricoles. Après, il y a la fabrication avec l'être humain, la cuisine, la gouvernance de l'ensemble, le convive qui est extrêmement important hein, pour lui faire changer de comportement. Si on lui donne que du bio et qu'il ne veut pas en manger, ben, il n'en mangera pas. Et donc, il faut adapter les comportements. On travaille beaucoup hein, en sociologie. Et puis, bien entendu, le recyclage des déchets. Hein, et le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, comme disent la plupart des gens. Donc, une fois qu'on a donné ça, on va s'occuper là vraiment du rôle. Vous avez vu les expertises présentées par les membres. Et donc, on monte une marche. Et là, on est sur des thématiques d'analyse approfondie. Donc, on va travailler sur la démarche de transformation. Elle vaut pour les deux. Transformation du restaurant, transformation des produits dans le restaurant. Donc là, tous les acteurs, et on va marquer avec notre point de vue collégial comment cette démarche est effectuée. Si c'est une démarche à pas forcer, avec des conditions esclavagistes des employés ou des convives, on ne labellisera pas, bien entendu. On prend tout en compte. Les produits et les pratiques, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est sûr que si vous achetez de la tomate durable, mais que vous la faites manger au mois de décembre, on considérera que ce n'est pas un bon point. Le social management, donc forcément l'humain. Moi, je suis patron de la responsabilité sociétale, donc vous avez les deux axes, la terre, hein, l'environnement et l'humain. Donc ça reflète tous les acteurs, de l'agriculteur à l'employé de restauration, aux convives et à ceux qui gèrent les déchets. La qualité, le bien manger, le pont entre la restauration collective et la restauration traditionnelle est génial. Et vraiment, merci à notre parrain, Régis Marcon, d'être là. J'espère qu'il va pouvoir rester jusqu'au bout. Sinon, il nous a fait l'honneur de s'enregistrer parce qu'il vous montrera en quoi la restauration traditionnelle, c'est qu'on doit travailler avec la restauration collective. C'est super. Et puis, bien entendu, hein, on est dans un projet de restauration durable. Donc, ce n'est qu'un jalon. Et donc, quand on va auditer le candidat, on va lui demander en quoi il s'engage à continuer et pas s'arrêter. Ce n'est pas une fin en soi, la labellisation. On n'est pas au sommet de la montagne, je l'ai dit. Donc, il faudra que dans la constitution de son dossier de candidature, il nous explique ce qu'il va faire après. Donc, je crois qu'on tient, le timing, donc je vais faire très, très vite. Le comité d'avisation, donc, il donne un avis sur un référentiel de virage à table. Il auditionne le candidat. Il délibère à l'unanimité. On y a tenu énormément, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un chaos.
même si on a des bons chiffres, le comité de labellisation peut dire non. Il peut dire oui aussi la plupart du temps, quand ça vaut le coup. Et donc, on se doit d'avoir une expertise et un conseil autour à donner au candidat et à son prestataire. Comment ça marche? Vous venez vous inscrire dans un site internet dont on vous donnera l'adresse d'ici quelques jours, restaurant par restaurant, c'est très important. Là, on a le restaurant ODS d'Orange, on y reviendra, mais ils vont faire cette démarche sur leurs 100 et quelques autres restaurants, on est super contents, mais c'est chaque restaurant qui devra être labellisé, Bruno Dubuis, n'oublions pas ça. Donc, la phase de constitution, l'audit de FL Conseil qui est missionné donc, par le comité de labellisation pour aller vérifier si tout va bien après le déclaratif du candidat, la soutenance devant le conseil et la délibération. Alors, vous avez vu qu'Orange est au début, au milieu et il va être à la fin. Pourquoi? Parce que c'est avec lui et le siècle qu'on a porté cette première expérimentation. Donc, si tu avances le slide, cher régisseur, nous allons voir que dès le mois de novembre 2018, il décide de basculer de 100% durable vers virage à table. Donc, c'est une décision et un choix stratégique de l'entreprise qui prend du temps à se mettre en œuvre. On a donc mis en place ce virage. Ils ont mis en place ce virage à table et ils y sont arrivés à fin 2019. Et à ce moment-là, on s'est dit, à la demande donc de Dominique, comme il l'expliquait, on va vous labelliser. Est arrivé le Covid et donc l'audit, on avait déjà 80% de leurs achats durables pendant toute cette période-là. Mais il nous manquait 20%. Donc, on ne pouvait pas auditer au 31 mars en raison du mois de février et du mois de mars qui était Covid. Donc, on est allé les revoir au mois de septembre en disant, est-ce que vous redémarrez votre restauration? Est-ce que ça va? Ils nous ont dit oui. Donc, on a pris en compte le mois de septembre. On est allé les auditer au mois d'octobre et ils sont venus soutenir. Ils ont passé le cap des achats durables et de tous les indicateurs et ils sont venus soutenir le 27 octobre. Vous voyez, c'est récent. Le comité de labellisation s'est réuni il y a 2 jours et je ne sais pas si Bruno est toujours là, parce que je peux vous annoncer que vous êtes les premiers restaurants à être labellisés par le comité de labellisation. Vous avez un merveilleux certificat qui s'affiche à l'écran, que nous co-signerons ensemble, cher Bruno. Ah, tiens, c'est 2 Bruno sur le premier certificat, magique, je n'ai pas fait exprès. Et donc, ce magnifique trophée 100% durable fait par un ferronnier d'art de la Drôme vous sera remis en main propre et vous pourrez le mettre dans votre restaurant au vu de tout le monde et afficher le certificat. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ma part. Donc, cher Bruno, avant de donner la parole à notre parrain, je te demande une réaction. Alors, Bruno, un grand merci pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Mais bon, ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est que sans la détermination de l'équipe projet et le soutien de nos partenaires et puis le soutien du siècle, on n'aurait jamais, ce prix n'aurait jamais été décerné. Et c'est en premier lieu, bien évidemment, à toute l'équipe projet et les partenaires que ce prix revient. En second lieu, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un honneur, une fierté, mais c'est aussi une grande responsabilité. Donc, nous avons planté tous ensemble, il y a 2 ans, une petite graine que nous avons chouchoutée. Comme vous pouvez le voir sur le trophée aujourd'hui, c'est un arbrisseau qui est vivace, mais qui est encore fragile. Et ça va être à nous tous qui va appartenir la responsabilité d'en faire un arbre centenaire en pleine santé. Donc, on est effectivement conscient de la responsabilité que l'on partage sur ce sujet et vous pouvez compter sur l'implication des acteurs d'Orange pour continuer à faire prospérer la démarche et ce beau projet. Merci Bruno, à toi et au comité de labellisation dans ce contexte très particulier. Donc clairement, ça va pour nous éclairer l'évolution de notre offre de restauration vers une restauration toujours plus durable. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Vous êtes donc les premiers labellisés. Bravo. Je vais très vite passer la parole pour la conclusion à notre parrain. Bonjour. Écoutez, pourquoi je suis un chef engagé là, l'une des raisons principales, c'est le fait peut-être aussi d'habiter ici à Saint-Bonnet-de-Froid, de m'y être installé depuis 43 ans. Alors vous avez vu, vous êtes dans une nature qui est assez vierge, je ne sais pas ce que c'est.
C'est important, c'est en moyenne montagne, un petit village qui se construit autour de la gastronomie, mais bien d'autres énergies aussi. Alors forcément, quand vous vivez dans ce milieu-là, vous êtes obligé d'être beaucoup plus près de la nature, vous l'êtes déjà, mais ça vous y incite. Alors, 100% durable, c'est, je ne sais pas de donner une directive avec des codes, etc. C'est un comportement qui, pour moi, démarre dès la plus jeune enfance. Après, c'est le choix des produits. Moi, je suis toujours allé au marché. Donc, automatiquement, j'ai eu à écouter des producteurs qui m'ont fait part de leur plaisir de cultiver, de leurs contraintes, de leurs problématiques aussi, parce que ce n'est pas facile, on vit avec la nature. Donc là, on est déjà en amont, choisir un produit. Derrière, c'est choisir le bon produit, ça enveloppe beaucoup de choses, hein, au niveau qualitatif, au niveau du produit lui-même. Le stock, ça c'est assez rapide. Et derrière, c'est toute votre démarche dans la cuisine, qui est votre démarche personnelle, qui fait part de ce que vous avez appris, de ce que vous êtes, et puis surtout votre éducation. C'est la technique elle-même de la cuisine, comment bien respecter le produit. Et là, c'est vrai qu'un produit, ça ne se maltraite pas. Et il y a aussi peut-être, je pense que je rajouterai maintenant l'histoire qu'on peut raconter autour d'un produit. Et derrière, bien sûr, il y a toute cette gestion des déchets qui est importante, sur lequel nous personnellement, on a beaucoup travaillé. Vous voyez, on va l'appeler de la fourche à la fourchette, mais j'irai plus loin. La fourche, la fourchette, et comment on rétrocède à la nature. Il y a deux raisons. La première, parce que j'ai travaillé pour la collective. Et la deuxième raison, c'est avoir 3 étoiles à Saint-Bonnet, ça passe par des efforts comme partout ailleurs. Donc on devient à un moment un petit peu ambassadeur de la cuisine, de la transmission de certaines valeurs, etc. Et tant mieux. Utilisons peut-être ces voies pour faire avancer les choses, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans la transmission, etc. Si je vous accueille aujourd'hui, avec grand plaisir, c'est un peu pour ça aussi. Je ne dis pas que ma parole est une vérité en soi, mais elle est ma parole, elle est mon expérience, elle est ce dont je suis issu par mon éducation, et je pense qu'on a besoin de faire passer ces choses-là. Je pense qu'on a besoin d'être ensemble dans ce travail-là. Vous avez des cuisiniers qui travaillent dans des collectivités qui ont besoin de nous entendre, de même que nous, on a besoin de les entendre parce qu'on s'encourage les uns les autres. Et ça, c'est notre métier. On sait que nous sommes des nourriciers, donc on est habité par une envie de transformer un produit pour donner à manger aux gens. Donc ça, c'est un acte qui est très très fort et qui nous relie les uns les autres. On est tous dans la même barque, si on peut dire, et c'est d'y amener des solutions. On peut le faire qu'ensemble. Aider un petit peu ce virage qu'amorce l'agriculture, qui va y aller de toute façon. Il faut le faire le plus vite possible, bien entendu, c'est même urgent, mais il faut le faire avec beaucoup de concertation. Ce qui manque, c'est qu'on ne fait pas un travail important de formation, d'information auprès des cuisiniers. Deux formations qui me paraissent essentielles, c'est dès qu'on apprend un métier de la cuisine, systématiquement il faut y amener c'est ce travail de réflexion et de travail pratique sur le terrain associé à la nutrition. Ça, c'est important. Et la deuxième, je dirais que c'est presque trop tard pour certains, c'est de former ces cuisiniers qui sont dans les collectivités. Et ça, c'est extrêmement dur. Si vous avez un cuisinier qui, depuis 12 ans, 15 ans, 20 ans, ouvre des boîtes, ça sera extrêmement difficile pour lui de dire « demain, tu vas éplucher tes carottes ». Et ces chefs, il faut tout doucement travailler avec eux pour que on revienne vers des produits de base. Merci beaucoup, je suis contente que vous ayez réinvesti le sens de la restauration et que vous parliez des cuisiniers comme des gens qui vont prendre soin à la fois de l'éducation des plus petits, mais aussi à travers l'alimentation qu'ils transmettent. Ce webinaire va prendre fin. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de rester. Nous, en tout cas, on reste pour répondre aux quelques questions que vous souhaitez nous poser. Pour les autres qui doivent partir, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et j'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que vous aurez compris la démarche Virage à table et que vous aurez envie de la suivre avec nous, en tout cas de vous investir sur l'alimentation responsable. Peut-être qu'on se croisera lors
d'un rendez-vous dans un restaurant 100% durable. Merci à toutes et tous. À bientôt.